Admiratif de légendes et de récits merveilleux, l'illustrateur Hervé Gourdet nous emmène dans ses escapades fantastiques. Il nous emmène sur les routes de France pour nous faire découvrir des personnages fabuleux et les sites de légende dont regorgent nos régions. Au travers de ces escapades, il ira à la rencontre de conteurs, d'artistes, d'écrivains et de passionnés d'imaginaire et de fantastique. Pour cette première escapade, Hervé nous emmène dans la très vaste forêt des Ardennes. Elle fut appelée par les Romains Arduina Silva, la forêt d'Arduina, déesse mythique chevauchant un puissant sanglier. C'est à Bonny-sur-Meuse, sur le site de Château-Regnault, quelque part dans la vallée de la Meuse, que débute notre première visite. C'est sur les ruines d'un ancien château primitif qu'Hervé retrouve Philippe Vaillant, conteur et écrivain, l'un des spécialistes de la légende. Alors rapidement, on peut dire que c'est d'abord l'histoire de la grande chevauchée des 4 fils Aymon, Renaud, Allard, Guichard et Richard, tous les 4 montés sur le cheval Bayard, et qui ainsi essayent d'échapper à la colère du puissant roi couronné Charlemagne. Pourquoi cette chevauchée? Pourquoi cette révolte des 4 fils Aymon contre Charlemagne? Parce que l'empereur à Paris, même s'il n'a jamais habité à Paris dans la réalité, a refusé le duel lorsque Renaud venge l'honneur de son père en tuant Berthollet, le neveu de Charlemagne. Voilà, donc Charlemagne les a forjurés, comme on dit au Moyen-Âge, les a rejetés, et ils sont obligés, pour trouver le salut, de s'enfoncer dans la forêt d'Ardennes. C'est là où ils vont construire, dans ce premier épisode, le fameux château de Montessor, et on a voulu y voir un rapport avec le château qui a existé à Château-Regnault, et Château-Regnault, bien évidemment, c'est bien le château de Renaud. Mais Charlemagne apprend très vite, c'est la résidence cachée des 4 fils Aymon à Montessor, ordonne le siège et par la trahison s'empare de Montessor. C'est ainsi que les 4 fils Aymon sont obligés de fuir l'Ardenne et se dirigent vers la Gascogne avec à leur tête un personnage nouveau qui va les conduire et qui n'est autre que l'enchanteur Maugis, et qui est le cousin des 4 fils Aymon. Et c'est ainsi que tous les 4, plus Maugis, ils se dirigent vers la Gascogne, vers Bordeaux, où le roi est assiégé par ceux qu'on appelait à l'époque les Sarrasins. Et dans cette légende, il suffit que les 4 fils Aymon apparaissent pour que tout aussitôt la victoire soit donnée à ce bon royaume de Bordeaux. C'est ainsi que dans ce deuxième épisode, qu'on appelle l'épisode gascon, les 4 fils Aymon sont amenés à nouveau à construire à la confluence de la Dordogne et de la Garonne. J'ai oublié de parler de la confluence pour l'épisode ardennais de la Meuse et de la Semois. C'est ainsi que les 4 fils Aymon vont construire le château de Montauban. Et la légende raconte qu'en sortant de Bordeaux, ils sont toujours dans la forêt d'Ardennes. Charlemagne, qui revient de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, apprend à nouveau la nouvelle citadelle de résistance des 4 fils Aymon, ordonne le siège et par la trahison s'empare de Montauban. Commence le 3e épisode qui là nous ramène vers le Rhin et vers un endroit où Maugis avait un château qui s'appelle Trémoigne dans la légende, mais qui correspond à Dortmund en Allemagne. Et là, à nouveau, dans un château déjà construit, ils établissent leur résistance contre Charlemagne qui ne veut toujours pas faire la paix, alors que eux, tous les 4, sont toujours prêts à demander pardon. Alors là, les 12 pairs de France en ont assez, avec à leur tête Turpin, le bon archevêque de Reims, qui lui a existé. Et les 12 pairs de France disent à Charlemagne, si vous ne faites pas la paix avec Renaud, qui n'arrête pas de vous demander pardon, eh bien on vous quitte, nous qui sommes les généraux de votre armée. Charlemagne persiste, puisque chaque fois qu'on évoque le nom des 4 fils Aymon, il devient furieux et s'emporte avec un langage indigne d'un grand empereur. Et il finit par obéir aux 12 pairs, et il finit par accepter la paix.
les deux conditions de la paix sont la première que Bayard lui soit livré et la deuxième que Renaud aille en pèlerinage à Jérusalem. On lui livre Bayard sur le pont de la Meuse à Liège, et là il fait précipiter le pauvre cheval pour se venger dans les eaux noires de la Meuse en lui mettant autour du cou une pierre énorme. Mais Bayard est un cheval fait, il a tout fait de se débarrasser de la pierre et dans un ultime hennissement, à la barbe de l'empereur, il s'enfuit dans la forêt d'Ardennes. Renaud va en pèlerinage, revient et apprend à Montauban la mort du seul personnage féminin pratiquement dans cette légende qui s'appelle Aélis, plus rose que sa femme, qui a été son épouse, plus blanche que neige sur glace et plus rose que fleur de rosier. Le texte. Et après un deuil de 11 jours, il remonte à Paris et là, Charlemagne va accepter de faire ses deux fils qui sont nés, Émonet et Ionnet, chevaliers. D'accord. Et la paix, cette fois-ci, est prononcée. Mais l'histoire n'est pas terminée et on arrive à la fin de la légende. Renaud quitte le château de Trémoigne, de Dortmund, et se dirige vers le Rhin jusqu'au chantier de la cathédrale de Cologne. Et là, en se faisant passer pour l'ouvrier de Saint-Pierre, car il est devenu duc d'Ardenne à la mort de son père, mais il veut être complètement anonyme, il se fait ouvrier pour la construction de la cathédrale de Cologne. Et c'est là qu'il est tué par deux ouvriers qui veulent se venger de lui parce que, à lui seul, il travaille comme quatre et ne demande que le travail d'un seul. Et le corps de Renaud est jeté dans les eaux du Rhin à Cologne et c'est là qu'a lieu le fameux miracle. Et on a une succession de miracles. Voilà, une succession de miracles qui fait que d'ailleurs, en Allemagne, Renaud est considéré comme un saint. Voilà, et c'est ainsi que se termine la légende, avec peut-être cette petite couleur ardennaise locale pour terminer, car il paraît qu'à la Saint-Jean d'été, nous Ardennais, nous ne devons pas oublier d'aller dans la forêt d'Ardennes pour écouter hennir le bon cheval, le cheval dont le col s'allonge pour les quatre fils aimants. Cette légende, qui en réalité donc est une épopée, a eu un succès considérable pendant 3 siècles dans toute l'Europe médiévale. Voilà, ça c'est un premier fait qu'on ignore en général, et naturellement on cherche à comprendre pourquoi. Parce que les quatre fils aimants étaient à la limite beaucoup plus contés, psalmodiés, chantés, jonglés que l'histoire de Roland à Roncevaux. Alors je pense, pour faire rapide si vous voulez, je pense que cela est certainement dû à la présence du nombre 4. Des 4 fils aimants, tous les 4, sur le cheval Bayard. On a un bel exemple de multiplicité et d'unité par le cheval. Et il y aurait toute la symbolique du cheval également à développer. Mais restons sur le 4, ce qu'on appelle le quaternaire. Et pour ne pas être ni trop savant ni trop long, j'ai envie de dire que la popularité des 4 fils aimants est un peu analogue à celle des 4 mousquetaires. Et d'ailleurs, Dumas fait référence. C'est assez troublant d'ailleurs. Fait référence à Renaud et à ses frères. Et qu'il y a dans le quaternaire une idée de plénitude, une idée de quelque chose de complètement réalisé. De même qu'au départ, on ne parlait que de légende. Avec le travail, avec le retour au texte, on parle d'épopée. Et maintenant, c'est de mythe dont j'aimerais parler. Le mythe est quelque chose qui englobe, à travers une image simple, nos 4 chevaliers sur le cheval Bayard, des pensées profondes. Et quand on comprend que cette épopée est transfrontalière, qu'elle touche au moins 3 pays, même 4, la France, la Belgique, le Luxembourg un peu, et l'Allemagne, on a là une richesse, et les Ardennais devraient quand même le comprendre, on a là une richesse transfrontalière de dimension européenne, et peut-être qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés de l'Europe et de l'intégration de l'Europe dans le monde, il serait peut-être intéressant d'arriver à montrer quelle peut être l'importance de la dimension épique, de la dimension enchantement, comme on le dit beaucoup maintenant, parce que je pense que ce mythe peut réconcilier les hommes dans une perspective culturelle. Ce n'est pas avec des dollars ou avec des euros qu'on construira l'Europe, je crois que beaucoup de gens en prennent conscience, c'est par la culture, par l'identité culturelle et en particulier par le merveilleux servi par les légendes.
à présent sur l'autre rive de la Meuse, pour y rencontrer Noël Orsat. Béarnais d'origine, il est littéralement tombé sous le charme de cette région et y a développé de nombreux projets pour faire connaître et valoriser les Ardennes sur le plan du patrimoine immatériel. Alors on est sur un site qui est à Bonny-sur-Meuse, oui, anciennement Château-Regnault, et qui s'appelle l'Ermitage. Parce que le magicien de la légende des Quatre Fils Aymon, Maugis, donc il a fini sa vie comme un ermite ici, alors sur un site qui a disparu il y a quelque temps, mais qui se trouvait ici en contrebas, ouais, qui était un dolmen, et qui a été cassé par des gens du coin, donc on ne le voit plus dans sa totalité. Il était sur 3 plots, donc c'était un élément naturel, quoi, en fait. C'était un dolmen, en fait. C'était un dolmen. Ouais. Alors en fait, c'est un des personnages qui est un des moins connus finalement de cette geste carolingienne, puisque on connaît surtout les 4 frères Renaud, Allard, Guichard et Richard, les 4 fils Aymon. On connaît le cheval Bayard bien. On connaît éventuellement peut-être aussi la fée Oriande, mais Maugis, qui est quand même un personnage clé. Alors j'oubliais aussi Charlemagne, bien entendu, qui est encore plus connu que tout le monde. Mais Maugis, qui est un personnage clé, c'est leur cousin, et qui est le magicien de la légende, l'enchanteur en fait, est beaucoup moins connu. Il est d'ailleurs pas tellement présent dans ce secteur, dans la légende qui se déroule ici dans l'Ardenne. On le voit beaucoup plus sur la séquence qui est en Aquitaine, celle qui est donc en Palestine et celle qui est sur le Rhin. Mais ici, finalement, il n'apparaît pas tellement dans la phase ardennaise. Il y a quelques lieux qui portent son nom dans les environs, en dehors de celui-ci, qu'on devrait appeler l'Ermitage de Maugis, d'ailleurs, si on voulait être complet, mais pas beaucoup. Il y en a 3 autres. Il y a en face de Sedan un lieu qui s'appelle Pont-Maugis, qui a donné son nom à une ville noyée Pont-Maugis. Ouais. D'après une légende, c'est un pont qu'il aurait construit pour échapper à une poursuite. Par un enchantement. Voilà. Il y a également, alors à Givet, une tour qui est à l'intérieur du Fort Condé, qui s'appelle la tour Maugis, parce qu'elle est plus ancienne que le Fort Condé lui-même. Et puis il y a encore un lieu, alors lui qui est en Belgique, dans ce qu'on appelle les cantons de l'Est, la partie romane des cantons de l'Est, BRC, et qui est donc château Magis. Il ne faut pas oublier qu'en fait dans l'histoire des 4 Fils Aymon, c'est quand même le grand, pas le rival, mais je dirais presque le Charlemagne, il lui en veut quand même pas mal. Enfin, il y a quand même une espèce d'animosité entre les deux quand même. Oui, d'une part, du fait à ce conflit familial qui existe entre la famille de Charlemagne et celle des 4 Fils Aymon, parce que le père de Maugis, donc Bœuf d'Aigremont, a refusé de participer à une campagne de Charlemagne alors que c'était un vassal, donc normalement ça ne se fait pas. Et en plus, il a tué le fils de Charlemagne qui était venu en ambassadeur pour pouvoir essayer de négocier avec lui. Donc il y a un conflit très fort entre Charlemagne d'un côté et les d'Aigremont en fait. Donc d'une part ça commence avec cet aspect-là, ce conflit, et ensuite comme Charlemagne lui essaye d'étendre le christianisme sur toutes ces contrées, il est encore en but avec Maugis, parce que Maugis lui, il a effectivement la fonction de Merlin l'Enchanteur, il représente une sorte de druide en fait, c'est l'ancienne religion pré-chrétienne. Donc Charlemagne est en opposition avec lui parce que Maugis passe son temps à faire des tours d'enchantement, des tours de magie. Alors Maugis il est enchanteur et par ailleurs il a justement aidé les 4 Fils Aymon de manière magistrale, sans jeu de mots, donc avec le don qu'il leur a fait du cheval Bayard qui est un cheval magique, un cheval fée, et également d'une épée magique qui s'appelle Froberge ou Flamberge, qui a en fait le même rôle que Excalibur dans la légende arthurienne. Et donc Maugis, il est censé avoir été éduqué comme magicien à Tolède, mais aussi il est censé avoir récupéré le cheval Bayard dans une île qui s'appelle Boucan et qui en fait est vraisemblablement la Sicile. Donc il a obtenu ce cheval de la part de la fée Oriande, avec qui il a une relation quasi amoureuse en fait.
Et après, donc, il en fait don à ses cousins, donc les quatre fils Aymon, et principalement à Renaud, quoi, qui est le plus important des quatre fils Aymon. Au départ, Maugis, il est un seigneur. Hein. Il est seigneur d'une ville qui s'appelle Trémoigne, en latin Trémonia, mais qui maintenant s'appelle Dortmund. Et en fait, à la fin de l'histoire, il accepte finalement de se christianiser. Donc, il donne sa seigneurie à son cousin Renaud, Dortmund, qui est d'ailleurs enterré là-bas depuis. Et par ailleurs, donc, comme il s'est christianisé, après avoir fait un chemin, enfin un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, il retourne ici dans les Ardennes, donc pour vivre comme un ermite, et en fait pour se faire pardonner ses fautes d'enchanteur païen. Donc l'ermite est ici, l'ermitage, et c'est là que Maugis finalement finit sa vie, et même vraisemblablement est enterré dans les environs. C'est un magicien, c'est un enchanteur, c'est pas seulement un magicien. Il pratique des tours, mais en même temps, il est capable d'utiliser aussi des herbes, donc des potions magiques. Hein. C'est un peu aussi comme Panoramix, on va dire, dans Astérix. Quoi, hein. Donc c'est un druide, c'est l'héritier des druides, hein, Maugis. En fait. À la fin de l'histoire, comme Bayard est rendu à Charlemagne, ça fait partie de la tractation pour faire la paix. Charlemagne, qui veut continuer à se venger de tout ce qui lui est arrivé avec cette famille, du coup, a essayé de noyer le cheval Bayard dans la Meuse, à Liège, en lui accrochant une meule autour du cou, une meule de moulin. Et en définitive, c'est Maugis, encore une fois, qui réapparaît, parce qu'il arrive à délivrer Bayard de cette meule sous l'eau. Et à ce moment-là, Bayard a pu ressortir et survivre, en fait. Donc, c'est quand même les points principaux de l'intervention de Maugis. Et le fait qu'à la fin, donc, il change de religion malgré tout pour accepter cette paix avec Charlemagne. Dans ces légendes carolingiennes, cette partie de légende-là, ce sont celles qu'on appelle le cycle des barons révoltés. C'est-à-dire que c'est le moment où la féodalité a évolué fortement et où, en définitive, les autonomies essayent de se mettre en place. Entrons à présent dans la vallée de la Semois, cette jolie rivière qui serpente entre les collines pour aller jusqu'en Belgique. On la surnomme aussi la vallée des fées. Jean-Luc Lemaire s'est pris de passion pour ce lieu et organise régulièrement des randonnées comptées très prisées des touristes, des amoureux de la nature et des randonneurs. Donc Jean-Luc, là on est arrivé à ta fameuse fontaine. C'est quoi? C'est une fontaine, un lavoir? On est où exactement? C'est la fontaine de Rua, et c'est aussi un lavoir. Ah d'accord, ça fait les deux. Elle est utilisée encore? Ah oui. Il y a encore des gens qui viennent? Oui. J'ai déjà vu des personnes monter avec leur panier et venir laver du linge. Oui. Alors moi, ce qui je trouve intéressant sur la vallée de la Semois, c'est le rapport à l'eau. La Semois, elle est quand même magnifique, cette rivière. Moi, c'est une de mes préférées. Oui. Et est-ce que tu connais justement des histoires liées avec des esprits des eaux, ou liées à la Semois, carrément à la vallée de la Semois? Eh bien, au fond de la Semois se promène Marie Crochet, ou Marie Crochette, ça dépend des villages. Oui. Et elle a la fâcheuse habitude, avec sa canne, d'attraper les enfants par la cheville, de les tirer au fond de l'eau pour les noyer. Les lumerettes, ça concerne encore les enfants, mais certains adultes se sont fait piéger. C'est-à-dire qu'en se promenant tôt le matin ou tard le soir, on peut être attiré par des petites lumières. Et en s'approchant, on pourrait voir des petits personnages entourés de lumière. Évidemment, par curiosité, on va les suivre. De la boue jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille bientôt. Et elle continue de marcher dans les marais. Et on y disparaît, à jamais. Et les lumerettes sont les feux follets qu'il ne faut pas suivre. Quittons les vallées pour gagner à présent de la hauteur. Hervé arrive au Roc-la-Tour, l'un des hauts lieux du légendaire Ardennais, véritable sanctuaire naturel de la région.
Franck est comédien, mais surtout ardent défenseur d'une Ardenne façonnée par l'influence de différentes cultures. Alors donc nous sommes au Roque-Latour, c'est un lieu-dit, le Roque-Latour, donc c'est un restant de moraine en fait, c'est-à-dire à l'époque où tout était gelé ici et où il y avait des mammouths. Et surtout, ce qu'il faut savoir ici, c'est que donc, le Roque-Latour, c'est un endroit qui a toujours attiré du monde. On a retrouvé ici des petits morceaux de schiste qui ont été gravés par des hommes préhistoriques. Alors ils gravaient dessus des animaux. Alors évidemment, les lieux qui ont une force pareille esthétique donnent naissance à des légendes, comme souvent en Ardennes. Donc la légende du Roque-Latour, c'est qu'il y avait en bas, donc ici nous on surplombe la vallée de la Semois, donc il y a le Semois qui passe en dessous et on est au-dessus des villages d'Aulmé, Tournavaux, voilà. Et il y avait en bas dans la vallée un fermier, donc quelqu'un qui possédait une ferme et quelques vaches. Et ce fermier avait un fils, mais il n'était pas bien riche, quoi. C'était vraiment voilà. Et puis ce fils était amoureux d'une fille qui elle était un petit peu plus riche. Et du coup, cet amour impossible, cet amour était impossible parce que justement le fermier n'était pas capable de fournir suffisamment d'argent pour épouser cette fille-là. Et donc voilà. Les parents s'opposaient au mariage, en particulier évidemment les parents de la jeune fille. Ouais. Et il lui a dit voilà, c'est très simple, avec une goutte de ton sang, tu vas signer ce petit papier. On voit le personnage. On voit le genre de personnage, évidemment. Alors évidemment, l'autre il s'est pas méfié, il a dit oh bah allez, je vais signer, tiens. Enfin vraiment, alors vraiment un débutant quoi, autrement dit, parce que n'importe qui se serait méfié, mais lui non, il se méfie pas, il dit non mais je vais signer. Et l'autre lui dit voilà. En échange de cette signature, moi je vais te construire un château qui sera autrement plus beau que la ferme, que la ferme du père de ton ami. Et donc en une nuit, avant le chant du coq, j'aurais construit un château. Et alors on sait bien que les maléfices, tout le monde a bien compris que ce personnage évidemment c'était la figure du diable et les maléfices évidemment doivent être terminés avant le chant du coq. Donc il s'agissait que ce soit fini avant le chant du coq. Et puis, à un rendez-vous secret, un rendez-vous d'amoureux, là, comme ça, il dit justement à sa petite amie, eh bien voilà, moi je vais bientôt avoir un château, tu vas voir, bientôt sur les hauts, là-bas, il y aura un château, et ce sera autre chose que la baraque prétentieuse de ton père, enfin tu vas voir, etc. Et puis, la fille, quand même, se dit, mais comment un château? Oui, demain j'aurai un château. Et là, elle comprend qu'il y a quelque chose d'étrange, de pas normal. Elle redescend au village, lui dit je vais voir comment se construit mon château, et elle, la nuit tombe et elle est au village et là elle voit au-dessus des lueurs et elle entend un bruit infernal, ça fait un bruit dans la vallée vraiment terrible, ça la réveille la nuit et elle voit toutes ces lueurs dans le ciel et là elle comprend qu'il se passe quelque chose de vraiment pas normal et elle fait ce qu'on fait dans ces cas-là en Ardennes, elle va réveiller la Macrale. La Macrale, c'est une Macrale, c'est-à-dire que ce n'est pas une sorcière. Les sorcières, c'est les gens qu'on brûlait en les accusant de tous les maux. C'est une conception complètement chrétienne. Là, il ne s'agit pas d'une conception chrétienne, il s'agit d'une Macrale. Donc la Macrale, c'est quelqu'un qui est capable de faire le bien comme le mal. Et donc elle réveille la Macrale. Et elle lui dit, regardez, il se passe quelque chose. Et alors, il a passé un pacte, je suis sûr qu'il a passé un pacte avec le diable, etc. Alors il y a un tas, on raconte qu'il y a un tas de verbouques, de nutons, enfin d'animaux en tout genre, qui se sont mis à construire le château ici. Et qu'on construisait, ça allait grand train. Et qu'on était sur le point quasiment de voir le château terminé. Et la Macrale dit, oui, effectivement, il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose. Et elle dit... Simplement à la jeune fille, elle lui dit, lorsque tu verras une poule, pousse-la dans le poulailler. Et la Macrale rentre dans la maison, on entend du bruit, elle remue des gamelles, tout ça, on l'entend qui touille, on entend qu'elle marmonne toute seule dans sa barbe qu'elle n'a pas. Et elle tourne. Et de la maison ressort une poule noire. Une poule noire. La jeune fille fait ce qu'on lui a dit de faire, elle prend la poule, elle la pousse dans le poulailler. Et la poule va réveiller le coq. Et elle va faire du charme au coq. D'accord. Carrément. Donc, et en pleine nuit,
Le coq ouvre un œil. Qu'est-ce que c'est? Oh, une poule. Tiens, je la connais pas. Oh là là, dis donc, elle est rudement belle. Et paf, le coq, cocorico! Il chante en pleine nuit. Et là, le diable qui était sur le point de poser la dernière pierre, il avait voulu garder cet honneur. Il entend le coq qui chante. Et évidemment, il sait qu'il a perdu son pari puisqu'il n'a pas posé la dernière pierre. Et là, puisqu'il a perdu son pari, de rage, il écroule le château qu'il avait construit ici. Et voici les restes du château. On peut voir les pierres qui ont roulé le plus loin, ont roulé dans la Semois et ont donné naissance à ce qu'on appelle les rapides de Fades. Donc les rapides de Fades sont aussi des pierres du château, les mêmes qu'ici en fait. Quittons le diable et son château et enfonçons-nous encore plus loin en forêt. Au détour de quelques sous-bois moussus et de troncs griffus, notre artiste voyageur arrive dans un lieu atypique et quelque peu mystique. Il tombe sur un cromlech, un cercle de pierres levées à cheval sur un bois et une prairie. De quoi susciter de nombreuses questions. Cet endroit riche en contrastes et en ambiance est le lieu de vie de notre hôte, Philippe Boudard, restaurateur et également artiste. Il nous parle de son Tcharsky. Alors le Tcharsky, c'est en premier, Tchor c'est le chariot en wallon, en patois ardennais, et Sky c'est le schiste. L'Ardenne c'est une forêt qui est plantée sur un massif de schiste, tu sais. Et le Tcharsky, c'est un chariot de schiste que tu as vu dans les bois. Donc tu as un cercle de pierre, une sorte de gros cromlech qui est à moitié dans la forêt, à moitié dans la clairière. C'est une sorte de tumulus. Et sur ce tumulus, tu as les 3 dolmens, 2 qui symbolisent des chevaux et un qui symbolise un chariot. Et si tu montes sur ce chariot de schiste au 21 juin, donc au solstice d'été, juste en face de toi, le soleil se lève dans l'alignement de l'attelage. Voilà. Ça fait aussi un peu référence au tombachard celte. On est dans des régions... Comme on en a retrouvé. Il y a celle de Warcq il n'y a pas très longtemps, mais on est dans une région où il y a beaucoup de tombachards. Le côté belge, sur Neufchâteau, il y a les tombachards dites ardennaises. En Champagne, tu as les tombachards, donc ça fait référence au tombachard celtique. Voilà. Et c'est aussi, le cheval est omniprésent en Ardennes, et le cheval est aussi psychopompe, c'est celui qui fait le voyage de l'outre-monde jusqu'à notre monde. Il est le porteur d'âme, donc c'est une sorte de tombeau pour vivants, ça fait rêver, ça va de l'autre côté et puis tu reviens. Une des légendes phares de ardennaise, c'est la légende des 4 fils Aymon, dans laquelle il y a Bayard, le cheval magique, et Mogis. Et Mogis, c'est Mogis l'enchanteur. Ça c'est intéressant. Alors l'enchanteur c'est quoi? C'est quelqu'un qui modifie les choses, qui modifie son environnement, qui modifie l'univers par le chant. Par le chant, par la voix. Quelqu'un qui modifie par le chant, ça fait penser à un chaman. Il chante, il percute. Et alors le cheval, on en revient au cheval psychopompe. Le cheval, il symbolise le vol magique. Et on se retrouve directement, quand on regarde Mogis, le chant, le cheval, dans un univers chamanique, donc dans un univers empreint d'animisme, si tu veux. Un univers, pour qu'il y ait du chamanisme, il faut qu'on reconnaisse des âmes, il faut qu'on reconnaisse que les animaux ont une âme, que les cailloux ont une âme, que les arbres ont une âme. Et le principe du chant qui modifie l'environnement, c'est une décorporation, c'est par la transe, par l'ivresse, par la musique et la percussion, on vole sur un cheval magique imaginaire pour accéder à autre chose, pour élargir le cercle de sa conscience, etc. L'univers ardennais, fantastique, toujours une opposition, il y a une ambiguïté. Il y a toujours une opposition et un mélange entre le paganisme et le christianisme, par exemple. Tu regardes Saint-Hubert est le cerf crucifère. Saint-Hubert, c'est Hubert, il va à la chasse, il voit le cerf, il est canonisé, il devient chrétien, mais il reconnaît une âme aux animaux. Et Saint-Hubert, avec son cerf, il fait quand même une
référence à Cernunnos, au Dieu cerf. Donc il y a une ambiguïté, à chaque fois il y a une opposition, une ambiguïté. Le diable dans les légendes ardennaises est jamais réellement diabolique, il est toujours tourné un peu en dérision, il gagne jamais à la fin. Et moi j'ai travaillé beaucoup sur l'ambiguïté, puisque... Ça se sent beaucoup, ouais. Oui, parce que le Chor Sky, un chariot et des chevaux, c'est fait pour être mobile. Le schiste, c'est parfaitement monolithique, statique, et ça bouge pas. Et donc on est sur un voyage statique, c'est-à-dire tu voyages en restant sur place. Il y a une partie du cercle qui est dans la lumière, puisqu'elle est dans la... Et l'autre est dans la forêt. Et l'autre est dans la forêt, donc tu as une opposition de l'ombre et de la lumière. Sur les murs, ici, tu as des danseurs. Alors, c'est du mouvement immobile, c'est de l'homme animal, c'est du mort-vivant. Voilà, je travaille sur l'ombre et la lumière, l'intérieur-extérieur, etc., etc. Didier Comès, j'ai un rapport très très particulier avec Comès, puisque quand j'ai commencé à voir cet univers-là, je ne connaissais pas Didier Comès. Et on m'a dit, tu devrais lire Comès. Et j'ai lu Comès et je me suis aperçu ça résonnait complètement. Que j'avais exactement la même vision de l'Ardenne que Didier Comès. Et c'est pas pour... Il y a des gens qui m'ont influencé. J'ai été influencé par Jean-Luc Duvivier de Fortan, par ses livres. J'ai été influencé par Jean-Pierre Langot. Et je n'ai pas été influencé par Didier Comès, tout simplement parce que je ne le connaissais pas. Et j'ai un regret énorme, c'est de ne jamais avoir pu le rencontrer, alors que mon univers, j'ai l'impression qu'il est carrément calqué sur le sien. Lui comme moi, on a été influencé tout simplement par la forêt et par l'Ardenne. Et que le fait d'être influencé par la forêt sombre, l'Arduine, et on s'est retrouvé dans un univers pictural semblable, alors qu'on s'est pas croisés. Il y a le même ressenti. On a le même ressenti. Ça veut dire que c'est pas lui qui a dicté ou moi qui a dicté les choses, mais je pense que c'est la forêt et l'Ardenne qui dictent cet univers-là. C'est une histoire de dame qui nous attend à l'Effour, un paisible petit village en bordure de la Meuse. Ici, les deux légendes associées au lieu ne font malheureusement pas la part belle à la gente féminine. Julie est une habitante du village et passionnée par sa région. Elle nous raconte ces deux histoires. Selon la légende, une jeune femme s'était réfugiée dans cette grotte parce qu'en fait elle fuyait les avances d'un seigneur du secteur et comme elle refusait, il avait un petit peu du mal à l'accepter, donc elle s'est réfugiée ici, mais un jour de chasse, il l'a retrouvée et après un nouveau refus, en fait, eh bien, il a tué la jeune femme avec son épée, épée qu'il a jetée ensuite dans la source, qui aurait pris donc la couleur du sang et le goût du fer. Donc on est juste face aux Dames de Meuse qui sont juste derrière nous. Donc la légende la plus connue sur l'Effour est une des plus célèbres des Ardennes. L'histoire de 3 femmes infidèles à leur mari. Donc en fait ce sont les 3 filles du comte de Rethel, Audierne Bertheige qui était mariée au fils du comte de Hierges, Héribrand, Geoffroy et Vautier, qui après leur mariage sont partis en fait aux croisades. Et durant leur absence, eh bien, leurs 3 femmes ont été infidèles. Et pour les punir, eh bien, elles ont été changées en 3 rochers qui sont condamnés eh bien, à pleurer et à finir comme ça en rocher dans les Ardennes. Pour la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, elles sont condamnées à finir comme ça.
lutins existent du côté de l'Émasure. Benoît Deveau les côtoie tous les jours. Benoît et sa compagne Valérie ont construit le Elfi Park, situé au lac des Vieilles Forges. Il s'agit d'un parc de loisirs pour enfants, faisant la part belle au petit peuple de la région. Donc on est à l'Elfi Park, alors ça se situe entre pratiquement la frontière belge, on n'est pas très loin de Couvain. Voilà, pas très loin de la frontière, on a une quinzaine de kilomètres de la frontière belge, 20 km de Charleville-Mézières, au cœur de la forêt ardennaise. Voilà. C'est un endroit qui fait à peu près combien d'hectares? Alors nous on est basé sur 5 hectares, ok. Et puis on est voilà, tout près du lac des Vieilles Forges. Dans mon enfance, parce que ça remonte toujours à l'enfance, oui. Quoi qu'on dise, mes grands-parents étaient originaires de l'Effour, donc tout naturellement c'est les Dames de Meuse, oui. Qui étaient quand même assez énigmatiques. Des gens de phare. Voilà, lorsque j'étais petit, c'était là en fait la légende c'est un concept que je comprenais pas trop en fait. Donc voilà, ces montagnes qui ressemblent à des dames, donc voilà, c'était assez confus. Et puis forcément, les années faisant, j'ai commencé à explorer un peu cette légende. Ça t'a intrigué. Voilà, et donc je pense que c'est celle-là la plus marquante. Tu peux nous parler de quelques petits personnages qu'on trouve dans ton parc, typiquement ardennais par exemple? Alors nous avons forcément Elfi. Oui. Elfi, le lutin, c'est un peu la mascotte du parc. Mais c'est finalement une sorte de Newton. Voilà, c'est ça, le Newton ardennais. Ouais. Mais alors, dans le parc, on peut rencontrer tout un tas de... Il y en a un typique à la région où on n'est pas très loin justement ici de la ville des Masures, c'est ça? Oui. Alors le Bayeux, je pense que c'est sur le Bayeux voilà, que je veux m'orienter. Le Bayeux des Masures. Voilà, c'est ça. Alors il n'est pas représenté sur le parc, ouais. sur le FI Park, mais alors là pour le coup c'est une légende qui est assez angoissante pour les enfants. Et donc elle se situe plus voilà, sur les Masures, côté versant Revin. D'accord. Ouais. Il y a le fameux Carnabo aussi. Le Carnabo qui est plus orienté lui sur les ardoisières. Ouais. Donc là alors on est sur le versant les Masures, mais c'est vrai que sur le versant Ranvé, alors c'est peut-être un peu géographique, ouais. Mais voilà, là on a des ardoisières et on rencontre régulièrement le Carnabo. Le Carnabo. Alors on va visiter un endroit du parc que moi j'aime beaucoup, c'est la caverne. La caverne aux œufs de dragon. Aux œufs de dragon. Oui, on a des lutins explorateurs qui creusent jour et nuit à la recherche d'œufs de dragon. Nous franchissons la frontière et nous arrivons en Belgique, en Wallonie, dans la petite ville de Couvain. Ici réside un véritable personnage, Maurice Van de Veyer, passionné d'histoire et de fantastique, mais également fin gastronome. Maurice tient à nous raconter la légende de l'eau noire, une histoire bien de la région. On est dans la région qu'on appelle la région des Trois-Vallées, donc le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, et le coin ici, Boussu, Couvain, etc., c'est la région des Trois-Vallées parce qu'il y a la vallée du Viroin, de l'eau blanche et de l'eau noire. Bon, l'histoire de l'eau noire, je la trouve très intéressante parce qu'elle fait justement appel à des fées, donc ça se passe à pêche apparemment. L'eau noire naissait là-bas à partir d'un puits. Mais bon, il y avait un rue aussi qui n'est alimenté, on ne sait pas très bien, ça se passe, on ne sait pas non plus quand. Et un jour, les gens de pêche en avaient marre que leurs enfants se noient dans le puits qui se trouvait dans le bas du village. Donc ils ont commencé à lancer des gros cailloux pour bloquer le plus vite possible ce puits, pour ne plus que les gosses s'y noient ou s'y perdent. Et en lançant un caillou, la PSP, quand ils lançaient des cailloux, ça faisait du bruit. Et la PSP est venue voir ce qui se passait. Et il y a un caillou qui est tombé sur elle et qui l'a blessée. Et tout le monde sait que quand une fée saigne, elle saigne du sang noir. Voilà. Et ce sang était en grosse quantité, a débordé du puits et a touché l'eau du rue qui passait là, qui a été effrayée par ce sang noir qui arrivait, est remontée jusqu'à la source, qui se trouve à Petite-Chapelle, et puis est redescendue, son petit bonhomme de chemin. Mais comme l'eau était teintée de noir avec le sang de la PSP, tous les cailloux
que le rue et que le ruisseau a rencontré en descendant sont devenus noirs jusqu'à l'embouchure avec le Viroin. Le château que vous voyez ici a eu l'honneur, le méshonneur de brûler 3 sorcières. D'accord, on peut regarder d'ailleurs. Donc ça se passe au XVIe siècle, hein, 16e et XVIIe siècle. Et 3 sorcières ont été condamnées. Et Licot, donc un des propriétaires de ce château, qui à l'époque n'était pas propriétaire du château de Boussu, mais était propriétaire du château de Nîmes, a fait condamner une sorcière, Anne de Virel, qui a jeté un anathème sur la famille Licot. Et quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, si pas quelques siècles plus tard, un des fils Licot s'est noyé dans l'eau noire. On a dit que c'était l'anathème de la sorcière. Et la dernière des descendantes de Licot qui habitait à Fort-Philippe, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, a été assassinée. Et on dit toujours que c'est l'anathème de Anne de Virel qui fait que les Licot mourraient de mort violente. D'accord. C'est dans sa maison, près du château de Franchimont, en Belgique germanophone, que l'auteur Albert Moët reçoit notre illustrateur. Albert tient à nous faire découvrir quelques créatures bien spécifiques de sa région, tout près de Liège et de la frontière allemande. Tout gamin, j'avais été fort impressionné par justement des histoires de sauter, de trous de sauter que mes grands-parents racontaient parce que bon, il n'y en avait pas tellement loin de chez eux. Et disons que l'intérêt a continué. Quand j'étais à l'université en romane, nécessairement les nains sont arrivés dans le programme. Et donc j'ai vraiment pu me rendre compte que c'était un domaine très, très sérieux. Le sauté, disons que c'est si je puis dire, le Newton de la moitié est de la province de Liège. Donc jusqu'à la frontière allemande, et c'est un petit personnage qui peut être assez susceptible, comme le sont en général d'ailleurs les nains de légende, mais qui est aussi volontiers farceur, qui s'est donné un coup de main dans les travaux des champs, qui est un expert, si je puis dire, dans la connaissance des animaux. Les massotés, ce sont des sautés, mais de la région plutôt de Vielsalm. Donc, Vielsalm est devenu un lieu très célèbre dans ce monde-là, puisqu'il y a chaque année, aux environs du 21 juillet, un grand festival de sorcières. Qu'est-ce que c'était une macrale? C'était dans un village une personne qui avait des connaissances, je dirais, plus approfondies dans le domaine de l'herboristerie, enfin, oui, donc tout ce qui est connaissance de la nature, en quelque sorte. Un personnage, si je puis dire, tout à fait particulier, oui. Enfin qu'on retrouve ailleurs en Ardennes, mais enfin qui est très typique ici, c'est le Verboek. Et le Verboek, en fait, c'est un personnage d'origine diabolique d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand le seigneur de Franchimont est parti en croisade, bon, évidemment, il laissait le château un peu démuni. Et c'est comme ça qu'est intervenu le Verboek, qui est donc en fait un disciple du diable, mais chargé de surveiller le château, donc d'empêcher qu'on vienne piller, etc. Et alors ce Verboek, en fait, c'est, si on prend l'origine germanique en fait du nom, c'est Verboek, c'est-à-dire l'homme bouc, et c'est donc un bouc à visage humain,
Et alors c'est vrai que bon, il y a l'histoire, si je puis dire, de ces deux franchimontois qui, sachant qu'il y avait fatalement un trésor dans le château, s'étaient arrangés pour monter toute une expédition en grand silence. Ils avaient d'abord fait des repérages en plein jour pour voir où ça pouvait être. C'était du côté du puits, donc bon, il fallait... et alors, finalement, la nuit, très silencieusement, ils arrivent à retirer du puits le coffre, le fameux coffre au trésor. Mais au moment où le coffre arrive près de la margelle du puits, il glisse un petit peu et écrase la main d'un des deux voleurs. Il a parlé, le Verboek l'a entendu, donc le Verboek arrive au galop et nos deux voleurs, si je puis dire, n'ont que le temps de s'esquiver au plus vite loin du château. Et le coffre, lui, évidemment, il retombe dans le puits plus loin qu'où il était avant. C'est aussi un peu la morale de l'histoire. Le Verboek est traditionnellement le gardien d'un trésor, je dirais un trésor abandonné, ou en tout cas, dans le cas ici de Franchimont, c'est typique. Son trésor reste là en attente, on ne sait pas très bien quoi. Donc, ça peut être évidemment une proie assez attirante pour des voleurs, mais il y a ce gardien un peu diabolique, il faut bien le dire. Bastogne est une petite ville connue pour son histoire. C'est ici qu'eut lieu la célèbre bataille des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Direction le musée en Piconrue et sa collection dédiée aux légendes ardennaises. Alors le musée en Piconrue, au départ, c'est un musée donc, qui a vu le jour en 86, qui est un musée diocésain. Le point de départ, c'est la protection du patrimoine religieux qui était en péril. Donc quelques amoureux de ce patrimoine ont mis en route ce musée dans l'idée de le protéger. Aujourd'hui, le musée en Piconrue est reconnu musée d'ethnologie. Donc l'Ardennais, son mode de vie, ses croyances profanes, sacrées et aussi ses légendes. Alors une maison des légendes, pourquoi? Mais ça a justement tout son sens parce qu'on dit que étudier les légendes d'un peuple donné, c'est découvrir les mœurs, les valeurs et justement ce fameux vivre ensemble. Ce n'est pas pour rien donc que les Ardennais se transmettent ces légendes, c'est parce que ces valeurs dessous leur tiennent à cœur et sont importantes. Les légendes font partie du patrimoine, le patrimoine immatériel. C'est une nourriture, ce sont les valeurs du vivre ensemble, ce sont vraiment les clés à travers l'imaginaire. Et parce qu'on est dans l'imaginaire, chacun peut se projeter, s'identifier et recevoir les messages qui sont transmis. C'est pour ça qu'on y trouve son compte à tout âge. Le chasseur sauvage, il apparaît la nuit. On est au temps de la chasse à courre, au temps où, on le voit sur l'illustration comme dans les vitrines, les chiens sont protégés par des colliers. Protégés de qui? Des loups. On connaît au temps des loups. Et c'est dans les grands vents d'automne qu'on entend le passage de la chasse sauvage. Dans toutes les légendes, il y a évidemment des tas de nuances, mais un fil conducteur qui est identique, c'est un seigneur impie, un seigneur passionné de chasse, qui voue toute sa vie à la chasse. À la fin de sa vie, il est puni pour avoir voué sa vie à sa passion, et il est condamné à revenir la nuit pour suivre un gibier éternellement inaccessible, accompagné de sa meute ou étant poursuivi lui-même de sa meute. Alors les formes du chasseur sont différentes selon le lieu. Parfois c'est un espèce de revenant, un squelette, un petit homme un peu décharné, enfin voilà. On retrouve pas mal de légendes de diables dupés, où de nouveau, un peu comme pour le chasseur sauvage, on retrouve une trame commune avec toutes les petites nuances et les variantes. Dans un premier temps, les légendes de diables, elles permettent de voir les failles humaines. L'humain, il se laisse avoir et tous ses défauts, il est envieux, il est jaloux, il n'est pas content de sa situation, il voudrait toujours plus, toujours mieux. Et puis le diable lui offre tout ça.
Dans un premier temps, il se laisse prendre. Alors le diable, c'est jamais rien gratuit, c'est bien sûr contre l'âme du paysan. Et puis, soit le paysan s'avère être plus malin que le malin, et il parvient par ruse à récupérer son âme, soit, et ça c'est vraiment particulier aux légendes de diable, le paysan, par la collectivité ou par un ennemi du diable, c'est-à-dire le curé, c'est-à-dire une épouse pieuse, et c'est un des rares rôles où la femme a une présence active et positive et joue un rôle dans le légendaire, c'est dans ces légendes de diable. Et donc par l'intervention d'un tiers ennemi juré du diable, le paysan ou le personnage principal va pouvoir récupérer son âme. Alors tout ça, c'est souvent un travail fou, et le diable monte et démonte de rage et de colère en une nuit, et c'est très fatigant. Il en reste des traces un peu partout dans l'Ardenne. Cette sculpture représente tous les éléments de la légende du moulin des Fonds de Coireux. Tu le vois ici en bas, au départ, donc c'est un meunier qui a un moulin à eau, mais avec les crues, les périodes de sécheresse, il ne peut pas moudre suffisamment. En tout cas, il vit assez chichement et il voudrait une vie meilleure, comme souvent. Et le diable lui propose de lui construire un magnifique moulin à vent qui lui permettra de moudre de manière constante et d'être le plus grand meunier de la région. Et le diable lui dit, à minuit ou avant le chant du coq, le moulin sera construit, il tournera. Dans cette légende, c'est 3 jours. Il se donne quand même 3 jours pour faire le travail. Et durant la nuit, donc top là, d'accord, en échange de mon âme, peu importe le meunier, pour lui, l'âme c'est loin, hein, dans ces circonstances-là. Et pendant la nuit, il est pris de remords et il parle dans son sommeil. Et l'épouse l'entend, et puis elle va trouver le curé en disant « Il y a un souci avec mon mari, je crois qu'il a fait une bêtise. » Et le curé lui dit « Oui, tu as raison, mais tu peux encore sauver ton mari. » Et il lui dit « Tu iras dans le moulin, prier toute la nuit, ce qui empêchera les ailes de tourner. » Et l'épouse, elle se trouve là, derrière, elle est en train d'observer, et effectivement, elle va prier toute la nuit, ce qui empêchera le moulin de tourner à l'heure dite. Puisqu'il a perdu son pari et que le meunier a récupéré son âme, le diable va détruire le moulin des Fonds de Coireux, qui va se retrouver dans l'Amblève, ici. Donc voilà. Et malheureusement, dans l'éboulement, l'effondrement du moulin, l'épouse reste prisonnière et elle perd la vie. Et on dit que parfois, au bord de l'eau, on entend encore le meunier pleurer. Il y a des loups-garous en Ardennes, pas de légende avec des femmes, mais c'est toujours un homme qui se transforme. Voilà la rouffe. La rouffe, c'est donc la peau de loup qui permet la transformation et qui a des pouvoirs magiques. Toutes les peaux de loup ne le permettent pas, mais la rouffe bien. De nouveau, différents aspects évoqués dans chaque vitrine. L'aspect magique de la transformation par la rouffe. Ici, les balles en argent béni. Hein, nous nous sommes basés sur des calibres d'anciens fusils de chasse. La ceinture magique qui permet la transformation de gré ou à l'insu du loup-garou, le livre avec les formules magiques, et puis ce qu'on voit rarement, parce que on ne voit jamais un loup-garou en cours de transformation. Enfin, si quelqu'un le surprend à ce moment-là, il sera damné pour 7 ans ou 9 ans supplémentaires. Si vous regardez la carte de l'Ardenne, les fées, c'est principalement la vallée de la Semois. Là où il y a des fées, il n'y a pas de Newton. Là où il y a des Newtons, il n'y a pas de fées. Ils ne marchent pas sur les mêmes territoires. En fait, c'est parce qu'ils habitent un peu les mêmes lieux et qu'ils ont un peu un même rôle, une même fonction, protecteur de la forêt. Un village qui est sous la protection d'une fée ou d'un Newton sera prospère. Une fée contrariée, un Newton vexé, et le village est à la ruine. My dear lad has left me, my love has gone to sea. The wailing life has called him. Voilà, nous voilà donc au pied du trou de Newton, donc de Voléville. Ce trou de Newton conduit en principe à la sortie de Wainville, parce que bon, il y a un certain trou ici, mais bon, il y avait quand même une galerie.
Et cette galerie conduit à la sortie d'Oinville. Douinville qui est à combien de kilomètres? Oinville est à 2-3 km d'ici, c'est le village voisin. Donc, mais vous savez, cette légende, donc, elle est liée à plusieurs endroits aussi. Hein. On en parlait à Remoiville, ce sont tous des villages où il y avait effectivement des Nutons, soi-disant des Nutons. Donc c'est bien ici que les gens apportaient de la nourriture ou des outils, des casseroles, plein de choses à réparer. Et alors les Nutons venaient prendre vos histoires, les réparaient, et le lendemain, quand vous veniez, tout était réalisé. Mais ce sont des petits personnages que personne n'a jamais vus. Ça, c'est... On ne les a jamais vus et on en a fait évidemment une légende. Hein. Dans une vallée étroite et romantique, entre Remoiville et Oinville, là où courent les ondes claires de la Remoiville, se trouve un trou de Nuton. Cette grotte célèbre traversait la colline jusque non loin de Voléville. Les Nutons étaient de courageux petits gaillards. Ils étaient très appréciés des habitants de la région. Lorsque les gens avaient des vêtements à laver, des casseroles ou des seaux à rétamer, des souliers ou des outils à réparer, ils apportaient tous ces objets devant l'entrée de la grotte. Ils apportaient également de la nourriture pour les Nutons, du pain, des œufs, du lait et aussi du gâteau. Le lendemain matin, tout se trouvait réparé. Cependant, les vaillants Nutons ne travaillaient que pour les personnes aimables. Les paresseux et les fainéants n'étaient quant à eux pas exaucés. Un jour, une pauvre veuve se rendit au trou de Nuton. Elle tomba en sanglots. Elle pleurait tant et plus quand soudain un Nuton apparut. Celui-ci demanda la cause de son chagrin. La femme lui dit en sanglotant: « Mon courageux mari est mort il y a à peine quelques semaines. Voici arrivé le temps des labours et des semailles. Mes enfants sont trop petits pour ce dur labeur, et je n'ai pas les moyens de payer un journalier, et mes champs resteront en friche. » « Est-ce tout ?» lui demanda le Nuton. « N'est-ce pas un malheur suffisant ?» lui répliqua la veuve. « Si je ne laboure pas mes champs ni les ensemences, je n'aurai point de récolte. Mes chers petits-enfants et moi allons mourir de faim. »« Ne te tracasse pas, » dit le Nuton pris de pitié. « Sois consolé et apporte ce soir la charrue et le grain. Tu les placeras sur l'un de tes champs. Va maintenant, et cette nuit endors-toi paisiblement. » Ainsi parla le Nuton qui disparut aussitôt. La femme fit exactement ce qu'il lui demanda. Le lendemain, elle s'encourut jusqu'au champ. Elle s'aperçut avec stupeur que le terrain était labouré et ensemencé. Émerveillée et apaisée, elle demanda au Nuton bienfaiteur d'en faire autant pour les 3 parcelles restantes. Le lendemain, le travail était exécuté. Les grains levèrent, et la moisson fut abondante, de loin la plus belle de tous les voisinages. Le Nuton fit de même l'année suivante, et il en fut ainsi chaque année. Un jour pourtant, la veuve prit arrangement avec son voisin. Contre une certaine somme d'argent, elle commanderait au Nuton d'effectuer le travail sur le terrain de celui-ci. Le soir venu, la charrue et le grain furent ramenés sur le champ. Cependant, aucun Nuton ne vint pendant la nuit. Le grain et la charrue étaient toujours là, rien n'avait changé. Depuis ce jour, les Nutons ne labourèrent plus et n'ensemencèrent plus les champs de la pauvre veuve, et on ne le revit plus jamais, car ils furent chagrinés d'avoir été floués pour de l'argent. La prairie fut égalisée et la grotte fermée. Par une froide matinée pluvieuse de novembre, au détour d'une forêt, se dessine la silhouette de l'abbaye d'Orval, imposante et majestueuse dans son écrin de verdure. Hervé a entendu parler d'une légende liée à l'abbaye d'Orval, et il cherche à en savoir un peu plus. Entre 2 averses, Anne Collet de l'association Auréa Vallicette Villaret va lui confirmer l'existence de cette légende. Donc l'abbaye d'Orval a un passé vraiment qui remonte à très longtemps. La fondation remonte à 1070 ou certains disent 1132, donc là c'est une affaire d'historien. En tout cas, pour le lieu qui nous occupe ici, donc nous sommes tout près des ruines, à proximité des ruines de l'abbaye.
et non loin de la nouvelle abbaye, donc qui a été reconstruite en 1926 et qui a été inaugurée en 1948. Donc c'est l'abbaye telle qu'on la connaît aujourd'hui. La fontaine a le nom de la comtesse Mathilde, Mathilde qui était originaire de Canossa, donc ça se situe en Émilie-Romagne, en Italie, une merveilleuse région. Donc Mathilde était aussi la cousine du comte de Chigny. Et Orval faisait donc partie à l'époque du comté de Chigny, et elle venait comme ça rendre visite à son cousin. Mathilde a malheureusement perdu très jeune son mari. Elle était inconsolable et lors d'une visite, un petit peu pour se changer les idées chez son cousin, eh bien, elle vient ici dans les bois d'Orval pour une partie de chasse. Alors, voilà, elle est un petit peu fatiguée et elle voit la fontaine, elle se repose, elle dit « je vais me reposer un petit peu au bord de la fontaine ». Et tout en se reposant, elle laisse traîner sa main dans l'eau. Et au moment où elle reprend sa main, elle retire sa main, elle n'a plus son anneau nuptial. Alors c'est la catastrophe, elle est jeune veuve, voilà, c'était le seul objet qui la reliait encore à son mari. Et elle voilà, c'est la panique, elle crie, tout le monde se met à chercher, même les moines commencent à chercher après l'anneau, voilà. Et tout d'un coup, elle implore la Vierge Marie. Elle se dit, je vais implorer la Vierge Marie. Elle dit une prière. Et puis, subitement, un poisson surgit de l'eau avec l'anneau nuptial dans sa bouche. Et Mathilde s'est écriée, heureuse la vallée qui me a rendu cet or, d'où le nom de Orval, Val d'Or, et Orval donc actuellement. Cold the early evening when there's a fisher lad set out, the tumbling sea and a fairy now. C'est non loin du tombeau du géant, à 2 pas du château de Bouillon, lieu intimement lié à l'époque médiévale, qu'Hervé découvre la ferme des fées. Marie-Laure Alph et Michel Van den Broek, artistes peintres et artisans, ont créé ensemble ce lieu magique où cohabitent de nombreuses créatures de l'imaginaire ardennais, pour le plus grand plaisir des propriétaires et des visiteurs. Night sets in as we move it out and we cast the nets to sea. The fishing life is a struggle hard and the end of a young lad's roaming. Deep and dark the rolling waves as the tide that pulls us out. C'était un rêve de s'installer en Ardennes parce que moi j'ai fait mes études artistiques et le rêve était de vivre du travail de mes mains, quoi. D'accord. Et alors on a cherché un endroit qui nous parle. Parce que là tu es peintre, c'est ça? Moi je suis peintre, oui. Voilà. Et on a cherché un endroit qui nous parle avec plein de forêts parce qu'on n'aime pas la ville et on a débarqué ici parce que, à mon avis, parce qu'il y a des fées qui habitent ici. Ah, t'en es persuadé? Ah oui. En tout cas, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, mais il faut les mériter, évidemment. Est-ce que tu peux me parler d'une ou deux fées qui te plaisent, qui te passionnent? On m'a parlé d'une fameuse Namouzette, qui est vraiment une fée typique de la région. C'est très typique parce que c'est mi-fée, mi-sorcière. Et elle habitait à l'extérieur du village, près d'une grotte, qu'on peut voir, mais malheureusement on doit traverser un terrain privé, donc il n'y a pas de promenade qui y va. Et cette mi-fée, mi-sorcière était connue pour être extrêmement rapide. Donc des fois, il arrivait que les gens croyaient qu'elle était dans le bas du village et d'autres disaient on l'a vue devant l'église. Une sorte de super fée, quoi. Elle savait se bouger si vite. Et pour bien expliquer à quel point elle était rapide, on dit que si elle faisait une soupe, elle avait besoin, comme tout le monde, d'eau et de feu pour faire sa soupe. Elle mettait l'eau sur le feu. Et quand elle voyait qu'elle n'avait pas de sel, parce qu'elle ne voulait pas manger fade, alors elle enfourchait son balai, elle volait jusqu'à Paris, elle achetait le plus beau sel marin, et elle revenait, zouf, jusqu'au village, et ça, si vite que l'eau n'avait pas eu l'occasion de bouillir. Et il y a aussi une autre histoire de fées dans la région. Je crois qu'il y a un lieu, tu me parlais d'une grotte ou quelque chose, pas très loin d'ici. Oui, c'est le même point de vue qu'il y a sur le côté droit, la grotte de la fée Namouzette. Et sur la gauche, il y a une colline. Et là, à l'époque, il n'y avait pas d'arbres. Aujourd'hui, elle est complètement couverte de forêt.
Et on appelle cette colline le Hultaï. On ne sait pas très bien d'où vient ce mot. Et là-dessus, les fées se rencontraient. Et on raconte que les fées avaient fait un accord avec les gens du village qu'on n'y aille pas, qu'on réserve l'endroit pour les fées, mais en contrepartie, ça c'était super, les fées rendaient plein de services ici, pour les femmes. Une année qu'il a fait très très sec, on avait un nouveau berger dans le village, et comme il ne trouvait plus d'herbe pour son troupeau, il a décidé d'aller sur la colline des fées parce qu'il y a toujours du brouillard. Donc il s'est dit, il y a de l'herbe. Il ramène le troupeau là-haut et les bêtes étaient contentes parce qu'il y avait de l'herbe bien verte, bien tendre. Elles ont mangé, elles se sont roulées dedans, écrasé les fleurs. Mais le pire, c'est qu'une fois que les vaches avaient bien mangé, elles ont laissé là-haut leur carte visite, des machins ronds qui sentent bien la campagne. Le soir, le berger a ramené le troupeau et les gens se sont dit, ah oui, les vaches ont l'air satisfaites, elles sont plus rondes, on a plus de lait. Mais on avait quand même peur de ce qui suit, parce que trahir les fées, c'est quand même pas rien. Hein. Et les fées sont arrivées le lendemain, la nuit, parce que c'était une nuit de pleine lune. Elles ont fait un grand cercle sur la colline. Et quand le cercle était parfait, la reine des fées, elle veut commencer la danse. Et elle fait un pas, et flatch, elle a mis un pied dans la bouse. Évidemment, l'horreur, parce que les fées ne dansent pas avec des bottes en caoutchouc, mais pieds nus, ou avec des petits chaussons en soie. Comme ça, les fées se sont rendues compte que les gens n'ont pas tenu la promesse, et plein de rage, elles ont quitté le village. En fait, il y a bien longtemps, ici dans la région, quand les gens voulaient faire une fête, les gens n'avaient pas de MP3, ils n'avaient pas de jukebox, tout ça. Donc, ils faisaient appel à des gens qui pouvaient jouer un instrument de musique. Et ici, au village, ils avaient fait appel à un violoniste pour venir animer leur soirée. Et il faut savoir que les violonistes, donc à l'époque, il n'y avait pas de voiture, ils devaient venir à pied d'un village jusque dans le village suivant pour pouvoir animer la fête. Et notre violoniste était allé donc, à Bertry pour animer le bal de Bertry. Alors à l'époque, le bal, c'était pas comme maintenant. Le bal, ça commençait beaucoup plus tôt et ça s'arrêtait en général dès minuit. Et voilà notre brave violoniste qui arrive donc à Bertry pour jouer de la musique, pour animer ce bal. Et il joue. Et les gens sont contents, ils dansent toute la nuit, jusqu'au moment où minuit arrive, ils clôturent la soirée. Et à ce moment-là, notre brave violoniste veut rentrer chez lui. Mais avant de partir, les habitants de Bertry, pour le remercier, lui donnent un grand pain rond. Alors il est tout content, parce qu'à l'époque, les gens étaient assez pauvres, donc les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils avaient peu à manger. De recevoir un grand pain rond, c'était déjà un énorme cadeau. Alors il prend son pain et il veut rentrer chez lui. Mais on voit ici, la forêt, elle est vraiment immense et vraiment très dense. Et pour rentrer, il n'y avait pas de route macadamisée, comme on les connaît à l'heure actuelle. Il fallait emprunter comme ça des sentiers qui étaient parfois très ardus. Et voilà une brave violoniste qui commence ici à grimper le sentier pour aller rejoindre les haillons. Et en marchant, tout à coup, il entend des rébus. Il se retourne, il n'est pas très rassuré, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il dit, là, il continue, il marche un peu plus vite, quand même, parce qu'il réentend derrière lui. Il se retourne, il ne voit toujours rien, il attrape peur, il commence à aller plus vite, il court. Et puis il réentend, il se retourne, et à ce moment-là, il voit derrière lui 2 yeux. Et il se rend compte que c'est un loup. Parce que la région ici est encore peuplée de loups à l'époque. Alors il attrape vraiment peur, il essaie d'aller le plus vite qu'il peut. On voit bien sa montre, donc il ne va pas très vite. Le loup le rattrape. Alors il se dit, ça c'est la catastrophe. Le loup va finir par m'attraper, il va me manger, qu'est-ce que je peux faire? Alors il a une idée, il se dit, je vais prendre un morceau de mon pain, je vais le jeter derrière moi, comme ça le loup va s'arrêter, et à ce moment-là je pourrai partir. Il prend son pain, il casse un morceau, le jette derrière lui, et se met à courir le plus vite qu'il peut. Pas de chance pour lui. Dès que le loup a fini son morceau de pain, il se remet à courir derrière lui. Et bien sûr, il le rattrape. Il se dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Le loup va m'attraper, il va me manger. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui jeter un 2e morceau de pain. Et jette un 2e morceau de pain. Le loup s'arrête, le mange pendant ce temps. Ah, mais il continue. Mais dès que le loup a mangé son morceau de pain, il le rattrape. Alors il jette un 3e morceau de pain.
puis un quatrième morceau de pain. Et à chaque fois, le loup le rattrape. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? À ce moment, il a touché, il n'a plus rien. Il dit, je vais être foutu. J'ai une idée, je vais monter en haut d'un arbre. Alors il choisit un grand arbre. Il monte tout en haut de l'arbre. Et il se réfugie dans les branches. Et malheureusement pour lui, le loup se met au pied de l'arbre et il attend. Et le loup, il est là. Ici, il dit, je suis fatigué, j'ai joué toute la nuit. En plus, j'ai froid, il fait noir, j'ai peur. Il dit, je vais finir par m'endormir et je vais tomber. Et si je tombe, le loup va me manger. Qu'est-ce que je peux faire? Alors il réfléchit. Mais il avait encore son violon. Alors il dit, je vais jouer du violon. Parce qu'on dit toujours que la musique, ça adoucit les mœurs. Donc peut-être que le loup, ça va l'amadouer. Et peut-être que le loup, après, il va être tout gentil, il va me laisser partir. Alors il prend son violon, il commence à jouer. Mais il avait tellement peur qu'il a joué tellement faux que c'est le loup qui a eu peur et c'est le loup qui est parti. Le soleil revient quelque peu et nous arrivons dans la région de Vresse-sur-Semois. De l'autre côté de la rive se situe le petit village de La Forêt, un des plus beaux de toute la Wallonie, ayant conservé le caractère typique des vieux villages d'autrefois. Non loin de la fontaine au Pépé Crochet, Hervé retrouve Olivier Rime. Ensemble, ils empruntent le chemin les menant au parcours des légendes, situé dans le haut du village, et se remémorent quelques-unes de ces créatures bien étranges. Alors, donc Olivier, oui, Hervé. Présente-toi un petit peu. Je suis Olivier Rime, je suis auteur. On a d'ailleurs commis quelques ouvrages ensemble. Oui, quelques livres. Tu peux les rappeler? Oui, deux petits guides, un sur la féerie, un sur la sorcellerie. Petit guide de féerie en Ardennes et de sorcellerie en Ardennes, sans S, puisqu'on parle de l'ensemble du massif ardennais dans son ensemble, sans frontières. Voilà. Et d'ailleurs, on se trouve où exactement là? Ici, on est à La Forêt. Un joli nom. Dans La Forêt aussi d'ailleurs, mais à La Forêt. Au début de la promenade des légendes. Oui. Une promenade qui retrace sous la forme de personnages, marionnettes et autres, l'ensemble des créatures fantastiques qu'on trouve dans l'Ardenne. Et il y en a. Tu sais qu'il y en a, oui. Tu peux m'en citer quelques-unes? Oui, donc les fées qu'on trouve surtout dans la vallée de la Semois, et puis d'autres personnages qui sont communs aux Ardennes françaises et belges, bien sûr, mais comme les nutons, les fameux nutons. Ces petits lutins très, très facétieux. On a que l'embarras du choix. Voilà. On va avoir, je crois qu'il y a pas très loin d'ici, il doit y avoir une fontaine avec un personnage justement un peu emblématique. Voilà, donc reparlons-en, le Pépé Crochet. Pépé Crochet, qu'on trouve vraiment aussi bien en France qu'en Belgique. Une sorte de croque-mitaine, un petit peu un capitaine Crochet. Miniature. Le Pépé Crochet, c'est un génie aquatique, c'est un esprit de la nature, comme il y en a tant dans les Ardennes. Et on dit qu'il existe, bien sûr. Enfin, les mamans disent qu'il existe. Le Pépé Crochet, il est utilisé comme croque-mitaine pour effrayer les enfants, pour faire en sorte qu'ils ne s'approchent ni des puits ni des rivières. On sait que si un enfant s'approche d'une rivière ou d'un puits et que attiré par son reflet dans l'eau, tel Narcisse, il risque de plonger et de ne plus jamais remonter à la surface. Et là, on dit qu'évidemment, c'est le Pépé Crochet, avec son crochet, qui l'a entraîné au fond pour rejoindre le monde des esprits de la nature. Mais on peut quand même rapprocher ce personnage des nombreux esprits aquatiques, des génies aquatiques, des esprits de la nature. Donc, en tant que tel, on peut évidemment penser qu'il a une émanation d'un esprit de la nature, d'une croyance qui relève des temps anciens. Nous retrouvons Hervé au musée de l'Ardenne de Charleville-Mézières, le temps d'une petite parenthèse citadine. Jean-Pierre Léman, archéologue, nous a donné rendez-vous pour nous parler de 2 découvertes archéologiques majeures ayant été faites sur la région. Il s'agit du château des Fées et d'une mystérieuse tombe à chars.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Pierre, justement le panneau qu'il y a derrière toi, tu me parlais de ça tout à l'heure, c'est lié au château des Fées, c'est ça? C'est un château qui se trouve à quel endroit exactement? Sur le site du Voiridon. Donc Voiridon, ça veut dire déjà, comme d'un, ça veut dire Dieu. Ouais. Donc c'est un site de prestige, élevé naturellement, et Prombaré, sur lequel on construit une fortification. Ça parle d'une chanson de geste avec Lambert d'Oridon, donc Voiridon, qui est un seigneur qui a capté beaucoup de trésors et de femmes. Qu'est-ce qu'on y a trouvé dans ce château? Tu as trouvé des découvertes? On a trouvé des choses très importantes parce que c'est un château qu'on a commencé à fouiller en 84, sur lequel il y avait une carrière. Donc on a pu dégager la résidence aulique qu'on appelle, c'est-à-dire la résidence principale, avec beaucoup de matériel, notamment des pièces d'échecs en bois de serre, qui évoque encore, par exemple, l'éléphant. Vous avez découvert dans la région une tombe à char, c'est ça? Oui, une tombe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est une tombe qui était dans une chambre funéraire en chêne. Et dans cette chambre, il y avait un bige avec un personnage enterré dans l'axe de Timon, dans une orientation est-ouest. D'accord, ah ouais. Donc ce char était recouvert de feuilles d'or aussi. Donc c'est vraisemblablement le char d'Apollon, le char solaire. D'accord. Et l'idée, c'est de voyager avec lui sur ce char. Et naturellement, comme il y avait 4 chevaux, ça me fait penser plutôt à une prêtresse d'Épona. Épona étant la déesse des chevaux. C'est la seule déesse qui a donné le nom, d'ailleurs, Epossum Carignan. D'accord. Et qui est très courante dans notre région d'Ardennes, quoi. C'est la première fois qu'on trouve des chevaux enterrés avec la personnage, quoi. D'accord. Il y a 4, naturellement, c'est pas n'importe quoi, 4 chevaux. Donc, ça évoque aussi le quadrige, quelque part. Mais c'est un bige, hein, c'est un... Mais, et en plus, Épona, sur le trésor de Rethel, a un acte, le cheval montre un acte amoureux vis-à-vis d'elle. Elle est en reine, elle a le diadème dans les cheveux, elle est sur un trône, et puis il y a sa main qui va vers un des poulains, et le poulain retrousse les babines. Donc il y a une relation amoureuse entre les deux, quoi. D'accord. Dans le sud des Ardennes, les forêts se font plus rares, mais il y existe aussi un grand nombre de contes et de légendes. C'est à Vielle-Saint-Rémy que nous refermons ce premier carnet de voyage. Dans ce petit village situé sur le territoire des Crêtes préardennaises, l'artiste François Joly, sculpteur et agriculteur, s'est installé depuis quelques années. Au détour d'un chemin, dans les buissons d'aubépines qui entourent sa ferme, on peut encore distinguer quelques créatures sylvestres patinées par le temps et les saisons. Dans son atelier, il sculpte toutes sortes de personnages imaginaires, directement inspirés par le spectacle de la nature. La forêt des Ardennes est une forêt qui se mérite, et il faut venir s'y perdre pour pouvoir s'y retrouver. Ce massif est riche d'une multitude d'histoires et de légendes, de sites naturels à couper le souffle, de créatures et de héros mythiques. Ce sanctuaire est à l'image de ses habitants, de ses conteurs et de ses artistes. Un paysage à la fois rugueux et lourd dans ses matières et ses couleurs, mais terriblement authentique. Chaque site révèle une histoire, et il vous appartient désormais de venir en percer les secrets.